BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Moins 99% pour l'action Berkshire Hathaway. Ça s'est passé hier à la bourse de New York suite à un bug. Dans la foulée, certains acteurs crypto ont appelé à décentraliser le système financier. Après les mêmes stocks dans le monde financier traditionnel, notamment l'action GameStop, dont on parle beaucoup en ce moment, les mêmes coins, qui sont des cryptos sans fondement sérieux pour la plupart, je le rappelle, connaissent un succès grandissant. On verra pourquoi, notamment avec Lilian Léga, journaliste chez Cryptost, qui est en ligne avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour. On fera aussi un point sur la réglementation MiCA qui arrive et qui notamment rentrera en vigueur pour les stablecoins à la fin du mois, le 30 juin. La plateforme d'échange Binance, la numéro 1 mondiale, prévoit d'ores et déjà de limiter l'usage de certaines cryptos dès la fin du mois. Enfin, les ETF Ethereum Spot, oui, ils sont acceptés, mais que se cache-t-il derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera dans quelques instants avec Cyril Sabag. Bonjour Cyril. Bonjour Marie. Managing Director de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. On fera aussi, Cyril, avec vous un point sur les flux des ETF Bitcoin Spot qui, eux, sont acceptés depuis maintenant 6 mois aux États-Unis. Et puis, on peut aussi s'exposer au marché crypto. Il y a les cryptos, il y a des ETF, mais il y a aussi votre ETF. Et on parlera de 2 actions qui sont présentes dans votre ETF dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du point marché tant attendu avec Vincent Gann, analyste financier indépendant, qui est en ligne avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, bon, le Bitcoin est à 0% aujourd'hui, la tendance est neutre, très neutre. On est quand même à plus 5% sur une semaine. On cale sur les 69 000 $ qui, je le rappelle, est le record historique du Bitcoin en date de 2021. Depuis, on a eu les 73 000 à la mi-mars. Que se passe-t-il, Vincent? Est-ce qu'on va retrouver les 73 000 ou alors on va latéraliser longtemps? Écoutez, moi, cher Amaury, je suis un éternel optimiste. Je reste convaincu qu'on verra 90 000 $ d'ici la fin de l'année. Mais parlons du court terme. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Effectivement, on cale à 69 000 $. C'est pas une surprise. Un peu de contexte. Le marché dans une reprise depuis le 1er mai. Rappelez-vous, il y a eu 2 mois de conso sur mars-avril. Dans une reprise depuis le 1er mai qui est quand même déjà significative puisqu'on part des 56 500 $. Depuis maintenant une semaine, le marché bloque à 69. Alors, il bloque à 69. Il y a des tentatives intraday de dépasser cette résistance, 69 000 $. En effet, c'est l'ancien record historique, c'était celui de novembre 2021. Pour l'instant, le breakout n'a pas lieu, mais il finira par avoir lieu. Alors, quelques observations pour la tendance du mois de juin. Tout d'abord, je pense qu'on va bientôt crier la victoire, puisque Bitcoin est tout proche de sa saisonnalité post-halving favorable. Rappelez-vous, ça fait 44-45 jours que le 4e halving du Bitcoin a eu lieu. Et nous savons statistiquement que lorsqu'on est 70-80, allez, grand max 100 jours après le halving, c'est là où se déclenche ce qu'on appelle le bull run. Mais pour que ce bull run ait lieu, pour que Bitcoin puisse profiter de ces statistiques historiques haussières, il a besoin, comme d'habitude, des corrélations. C'est intéressant puisque depuis vendredi, vous avez un beau repli des taux d'intérêt du marché. Vous en avez parlé sur votre antenne suite à l'inflation américaine. Et il y a beaucoup d'espoir cette semaine pour que toute la liste de statistiques du marché du travail US puisse permettre davantage de baisse de ces taux du marché et puis peut-être enfin avoir un breakout de la résistance des 69 000 $. Moi, j'y crois tant que les supports sont préservés. En fait, j'y crois tant qu'on maintient les 65 000 $. Donc, patience, cher Amaury, la hausse arrive. Eh bien, nous sommes patients. Voilà. On précise que nous ne faisons pas de conseils financiers ici, mais on a un Vincent Gann qui est très optimiste et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous. Bonne journée et à très vite. Cyril Sabag. Bon, Vincent Gann vient de le dire. Positif sur l'évolution du prix du Bitcoin à court terme. On a depuis maintenant quasiment 6 mois des ETF Bitcoin Spot qui sont listés aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Voilà, on en a déjà parlé dans cette émission. Il y avait eu un petit peu une pause sur les flux entrants de ces ETF, et puis là, c'est reparti. Oui, en avril, en fait, on a même eu un flux négatif net. Donc plutôt une sortie nette en termes de flux sur les ETF Spot Bitcoin. En mai, c'est bien reparti, puisqu'on a un flux net environ de 2 milliards $, soit 100 millions par jour. Alors il y a eu quelques éléments assez intéressants. Il y a en particulier le fait que l'ETF de BlackRock est passé devant l'ETF de Grayscale. Donc l'acteur de finance traditionnel est passé devant le pure player crypto. Tout un symbole
Voilà, en tout cas, intéressant de voir ce point. L'autre élément marquant, c'est qu'on a pu avoir accès à la liste des investisseurs de ces ETF spot Bitcoin. En fait, il y a ce qu'on appelle des disclosures qui doivent être mis en place lorsqu'il y a un nouveau produit financier. Et on a pu savoir un petit peu quels étaient les investisseurs institutionnels de ces ETF spot Bitcoin. Ça ressemble à quoi ? Eh bien, en tout cas, il y a un point assez remarquable, c'est le fait que sur les 25 premiers hedge funds au monde, on a plus de la moitié qui ont acheté des ETF spot Bitcoin. Donc c'est loin d'être négligeable. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'en gros, la moitié des principaux fonds hedge funds au monde sont sur l'ETF Bitcoin Spot qui a été listé aux États-Unis. Sont sur un des, principalement celui de BlackRock, enfin, mais en tout cas un des ETF sur un de ces produits sont exposés au Bitcoin. Tout à fait. Et donc et on parle d'un produit qui a 6 mois d'existence. C'est assez fou. Voilà. L'autre élément, et ça c'est BlackRock qui en a parlé la semaine dernière. En fait, BlackRock a indiqué que maintenant son ETF allait être présent sur des fonds complètement différents. Donc deux fonds, les deux fonds qui sont des fonds plutôt obligations, donc le BlackRock Strategic Income Opportunities et le Strategic Global Bond Fund. BlackRock a décidé de mettre son ETF spot Bitcoin dans ces fonds qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Donc, c'est aussi un symbole de l'institutionnalisation, de la volonté de considérer le Bitcoin comme une classe d'actifs à part entière et de le faire apparaître dans des portefeuilles qui, de base, n'étaient pas censés avoir du Bitcoin. Bon, c'est assez intéressant de voir que la finance traditionnelle s'immisce de plus en plus dans cette nouvelle finance qu'est les cryptos. Mais Lilian Léga, journaliste chez Cryptos, qui est en ligne avec nous, il y aurait carrément, on irait presque encore plus loin, c'est-à-dire que finalement, ce serait à la finance traditionnelle de, elle, se décentraliser. En tout cas, c'est ce que voudraient certains acteurs crypto, notamment lundi, suite à un bug de la bourse de New York qui a virtuellement fait chuter une action de moins 99%. En effet, bonjour Amaury, bonjour Cyril. Bonjour. En effet, c'est exactement ce qui s'est passé et ça confirme certaines réflexions qu'on peut avoir depuis plusieurs mois maintenant. Au tout départ, on pensait à une finance décentralisée, une DeFi qui allait remplacer la finance traditionnelle, qu'on appelle aussi la TradFi. Et de plus en plus, on est en train de considérer une fusion des deux avec une utilisation de la technologie de la blockchain comme nouveau support, comme nouvelle infrastructure technologique pour supporter cette bourse, cette finance traditionnelle. Et on a eu à nouveau un cas d'exemple de pourquoi et comment ça pourrait se matérialiser. Et comme vous l'avez bien expliqué, donc ce lundi, on a eu une petite mésaventure du côté du New York Stock Exchange, puisque certaines actions ont été virtuellement dévaluées de la quasi-totalité de leur valeur, plus de 99%, notamment le célèbre Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, qui est passée d'un peu plus de 600 000 $, à environ 185 $, donc une baisse considérable, évidemment. C'est une erreur, bien entendu, vous vous en doutez. D'où vient cette erreur? Eh bien, du fournisseur de données du New York Stock Exchange qui aurait connu une petite défaillance dans son logiciel. Alors, évidemment, tout ça a été très vite rattrapé. Toutes les transactions, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été liquidées sur leur position, tous ceux qui ont fait des plus-values en rachetant finalement des actions à un prix qui n'était pas du tout correct, toutes ces actions ont été annulées, bien entendu, mais ça n'a pas empêché certains acteurs de l'écosystème des cryptos de se positionner, de saisir cette occasion pour faire la promotion de leurs propres produits, notamment Chainlink, qui développe ce qu'on appelle des oracles. Alors, en deux mots, un oracle, c'est un protocole qui fonctionne sur la blockchain et qui permet en fait d'amener des informations, des messages qui viennent d'en dehors de la blockchain directement sur la blockchain. En fait, c'est vraiment cette connexion entre le monde réel et le monde de la blockchain. Et ces oracles, ils permettent notamment à donner des informations sur le prix des cryptos ou le prix des actions au sein de la blockchain. Et ces oracles, ils ont l'avantage d'être décentralisés, c'est-à-dire qu'ils reposent sur tout un tas d'acteurs qui donnent cette information et qui vérifient cette information en continu. Et donc, ils expliquent qu'avec leur infrastructure à eux, ils n'auraient pas eu ce genre de problème, puisque s'il y avait ce point de défaillance qu'a connu le New York Stock Exchange, il aurait été dilué parmi d'autres points qui, eux, n'auraient pas connu cette défaillance, et ça aurait évité, finalement, d'avoir ce genre d'action-là. Alors, évidemment, si je peux me permettre de donner un petit peu mon avis sur ce sujet-là, il faut rappeler que
si en utilisant la technologie de la blockchain pour trader des actions sur la finance traditionnelle dans la bourse et qu'on peut s'éviter ce genre de problème, c'est intéressant. En revanche, la capacité de pouvoir revenir en arrière et annuler des transactions, ça c'est impossible avec la blockchain, qui est complètement immuable. Et donc, ça ouvre quand même d'autres problématiques à côté. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que de plus en plus, on va dans cette direction-là. Et je pense personnellement que ça va s'accentuer, s'accélérer, cette utilisation de la blockchain comme nouveau support pour la bourse. Effectivement, la blockchain pourrait répondre à certaines problématiques. On l'a vu le cas avec cet exemple concret où il y a le protocole Chainlink notamment qui propose potentiellement son aide, qui pourrait être la solution à ce bug notamment qu'il y a eu hier à la bourse de New York. Toujours dans l'écosystème traditionnel financier, Lilian, on a les mêmes stocks, notamment avec l'action GameStop qui fait beaucoup parler, mais on a aussi dans l'écosystème crypto, on voit apparaître, et ça prend de plus en plus de place, les fameux meme coins, et on apprend qu'il y a carrément un fonds, le fonds DWF Labs, qui achète 12 millions de dollars de tokens d'un meme coin, je crois le cinquième le plus capitalisé, le fameux Floki. Pourquoi est-ce qu'on voit qu'un fonds d'investissement achète investi dans un meme coin, surtout 12 millions de dollars? Alors, c'est pas l'actualité la plus intéressante dont on pourrait parler aujourd'hui, mais ça me semblait plutôt quand même pertinent d'en parler pour la simple et bonne raison que ça soulève une tendance beaucoup plus profonde au sein de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, pour toucher deux mots sur cette actualité, donc ce fonds d'investissement DWF Labs, il faut savoir que c'est un fonds qui est un pure player crypto. Ils n'investissent que dans des projets spécialisés dans l'écosystème du Web3 et des crypto-monnaies. Et donc, ils ont décidé de diversifier leur portefeuille en s'ouvrant à ces fameux meme coins et à l'un d'entre eux, donc on appelle le Floki, qui est le cinquième meme coin le plus capitalisé du marché. Les meme coins étant, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Amaury, des crypto-monnaies qui ne reposent sur aucun fondamentaux vraiment intéressants, qui n'ont pas de réelle proposition de valeur technique, on va dire. Leur seule proposition de valeur étant que ces meme coins sont lancés de manière honnête pour toute la communauté et il n'y a pas d'investisseurs privés ou de VC derrière qui détiennent une bonne partie de ces tokens. Et ça, en fait, c'est ce qui est, je trouve, très intéressant avec cette tendance des meme coins en ce moment dans l'écosystème des crypto-monnaies, c'est qu'on sent que du côté des investisseurs, il y a une espèce de ras-le-bol de voir des projets se lancer leurs tokens et être automatiquement placés dans le top 20, le top 30 des crypto-monnaies les plus capitalisées parce que ce sont des gros projets avec des entreprises derrière qui ont levé des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. C'est un peu la révolte des particuliers, Lilian, c'est ça, des investisseurs Exactement. particuliers? C'est ça, et je trouve qu'on est en train de le constater de plus en plus dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la part de ces investisseurs, la volonté de se dire, eh bien, nous, on ne va plus choisir ces projets crypto qui sont beaucoup trop suivis par des VC et des investisseurs privés qui, eux, vendent leurs tokens, qu'ils ont touché beaucoup moins cher que vous. Et donc, là-dessus, on a beaucoup moins la main. On va aller se tourner vers des projets où on est totalement dans l'égalité en termes de lancement. Il n'y a personne qui a bénéficié d'un token à un prix réduit. Tout le monde a eu les mêmes chances dès le départ. Et c'est un peu la force des meme coins. Et c'est la raison pour laquelle ces meme coins ont connu une tendance vraiment importante ces derniers mois et qui continue justement d'intéresser même des fonds d'investissement comme celui-ci dont on parle aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais en parler dans cette émission. Effectivement, il y a un phénomène, notamment des meme coins politiques. On le voit avec l'élection américaine où on voit plein de meme coins fleurir à droite à gauche et qui commencent pour certains à avoir des capitalisations assez importantes. Donc voilà, et ça devrait s'intensifier avec l'actualité politique, en tout cas du côté des États-Unis. Cyril Sabaye, un mot rapide sur l'approbation des ETF Ethereum Spot qui ont été acceptés mais qui ne sont pas encore listés. On va peut-être pas revenir sur qu'est-ce qui va se passer techniquement, mais pour vous, c'est plus qu'une simple approbation d'ETF. Oui, c'est plus qu'une simple approbation d'un produit financier lambda. En fait, pour moi, derrière se cachent deux éléments forts. Un élément de réglementation et un élément qui est lié à la politique. La réglementation, on en avait déjà parlé sur ce plateau, c'est le fameux débat de la classification de l'Ether. Est-ce une security? Est-ce une commodity?
Ici, clairement, et ce qu'on peut lire entre les lignes, et j'irai même plus loin, c'est que dans les projets de prospectus, on peut le lire, il est clairement indiqué commodity-based shares trust, donc ce qui veut vraiment dire qu'on considère l'Ether comme une commodity. Et ça a un impact colossal, puisque on s'en souvient, pareil, on en avait parlé ici, toutes les bourses qui avaient pu recevoir un avertissement de la SEC en disant attention, vous commercialisez via l'Ether ou via d'autres cryptos des securities, donc on vous envoie ce qu'on appelle une Wealth Notice, mettez-vous, conformez-vous à la réglementation si vous ne voulez pas avoir de problème. Là, ça ne tient plus. Donc, au-delà on va dire, de l'acceptation de ces ETF Ether, et vous l'avez très justement dit, en fait, on n'est pas en train de dire ça va coter, on est en train de dire les bourses, pour l'instant, ont le droit de les coter. On attend justement le détail des prospectus pour que ce soit réellement coté. Donc ça, on va dire, c'est le côté réglementation. À côté de ça, il y a un sujet politique, parce qu'il y a eu une loi votée au Congrès il y a 10 jours, la loi FIT21, donc Financial Innovation and Technology for the 21st Century, qui, elle, a pointé du doigt, finalement, en très peu de temps, toute la problématique du retard que peut avoir les États-Unis, que pouvaient avoir les États-Unis par rapport à l'Europe concernant MiCA. Il y a des points de la réglementation qui sont très très forts. En particulier, je vais en nommer quelques-uns, la distinction entre Restricted Digital Assets, qui serait sous la juridiction de la SEC, et ce seraient les securities, et les Digital Commodities, comme le BTC, puisqu'il n'y a jamais eu de sujet, qui, elles, seraient sous la CFTC, donc ça veut dire les matières premières. On reconnaît juridiquement le concept de décentralisation, et de base, toute crypto est considérée comme Restricted Digital Assets et suivant ses caractéristiques, elle pourra être commodity ou pas commodity. On pourra interroger la SEC, forcer la SEC à se prononcer en disant est-ce que c'est une security ou pas une security. Les exchanges aussi auront leur mot à dire. C'est extrêmement fort. Et on voit le pragmatisme, encore une fois, des États-Unis par rapport à l'Europe en très peu de temps. Ça s'est joué vraiment en 10 jours. Ils ont en fait pris une avance sur l'Europe. On dit souvent, les États-Unis innovent, l'Europe régule. C'est encore une illustration très forte. C'est vrai que là, ils sont en train d'aller extrêmement vite. Là, on ne s'attendait pas du tout à un tel revirement. Selon vous, Cyril, ils sont en train de rattraper le retard qu'ils avaient, entre guillemets? Oui, et pour des raisons un petit peu politiques aussi. On le sait, Donald Trump s'est prononcé il y a pas mal de semaines en faveur des cryptos, pour justement contrer en général l'électorat jeune démocrate qui est plutôt pro-crypto. On peut imaginer que Biden a poussé pour l'approbation de l'Ether pour justement contrer ce mouvement. Et on a eu, comme je l'ai dit, cette loi FIT21. Donc oui, ils sont en train de faire très mal. On peut en parler aussi, et je pense que Lilian va peut-être dire un mot dessus, sur l'histoire des stablecoins, qui sont, compte tenu de la réglementation MiCA, interdits chez Binance. Donc on voit qu'on peut arriver à une fragmentation du marché, avec tous les effets néfastes que ça peut avoir pour les États concernés. Lilian Aliaga, journaliste chez Crypto, c'est en ligne toujours avec nous. Lilian, la transition est toute faite. Dès le 30 juin, donc à la fin de ce mois, Binance devrait limiter l'utilisation de certains stablecoins qui seraient non autorisés par MiCA dans l'Union européenne. Exactement, Amaury, et ça rentre parfaitement aussi dans la suite de l'explication de Cyril juste avant, sur le fait que les États-Unis rattrapent très très vite les retards et que l'Europe est toujours en train de mettre en place MiCA et on en voit petit à petit les impacts. Et l'un de ces impacts concernait les fameux stablecoins. En l'occurrence, Binance en a parlé récemment. Ils ont annoncé qu'à partir du 30 juin prochain, ils devront restreindre les produits utilisables avec les stablecoins qui ne sont pas autorisés. Alors, il faut séparer ces stablecoins en fait en deux catégories. Donc, évidemment, les stablecoins autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Comment est-ce qu'on fait cette distinction ? Eh bien, tout simplement, quand un stablecoin est autorisé, dans le cadre évidemment du règlement MiCA, bien entendu, puisque c'est toute la question, mais il doit être émis par une entreprise qui est détentrice d'une licence d'établissement de monnaie électronique dans l'un des pays de l'Union européenne. Sauf que, si vous regardez du côté des stablecoins les plus utilisés en Europe et même les plus capitalisés de manière générale dans le monde entier, on parle de l'USDT, de Tether, l'USDC, de Circle ou
le TUSD, donc le Trust Token. Tout ça, ce sont des stablecoins qui ne disposent pas de ce statut au sein de l'Union européenne, donc qui, d'ici le 30 juin prochain, eh bien, se verront fortement limités sur la plateforme d'échange Binance. Alors, il reste évidemment quelques stablecoins qui sont réglementés en Europe. On peut penser au stablecoin GUSD de la plateforme américaine Gemini, sauf qu'évidemment, c'est un concurrent de Binance et il n'est évidemment à l'heure actuelle pas listé sur Binance. Est-ce qu'il faudra le lister prochainement? On en aura plus d'informations. En tout cas, tous les principaux stablecoins utilisés par les investisseurs français et européens vont être limités. Alors, quand je dis limité, ça n'est pas interdit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils resteront disponibles pour le trading, ce qu'on appelle en spot, donc c'est-à-dire classique, quand vous voulez échanger une crypto-monnaie contre du stablecoin. Mais évidemment, ils devront mettre en avant de plus en plus d'autres paires qui incluront d'autres stablecoins qui, eux, seront réglementés. Pour les investisseurs qui possèdent ces stablecoins là actuellement, qui sont français et européens, qu'est-ce qui va se passer pour eux au 30 juin, ceux qui en possèdent et qui en posséderont toujours au 30 juin? Eh bien, ils sont évidemment concernés par ces nouvelles dispositions. Il va falloir que rapidement, ils décident de les échanger contre d'autres stablecoins, même si d'ici le 30 juin, ils ne sont pas forcément vraiment pressés dans le sens où ce stablecoin sera toujours disponible sur la plateforme Binance, mais ils seront incités, je pense en tout cas dans les semaines qui suivront, et on aura plus d'informations pour le confirmer, mais ils seront incités à l'échanger très rapidement contre des stablecoins réglementés. Voilà, toutes les autres applications et fonctionnalités disponibles sur Binance comme les Launchpad, le copy trading, le Binance Pay, Binance NFT, les rewards, etc. Tout ça, on n'aura plus la possibilité d'utiliser ces stablecoins non réglementés dessus. En revanche, voilà, pour le côté des paires de trading, c'est-à-dire les échanges, par exemple, du Bitcoin contre des stablecoins, on a encore un petit doute là-dessus. Il faudra le confirmer dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il y aura une période de flottement pendant laquelle vous pourrez toujours les utiliser. Mais petit à petit, je pense que ces fonctionnalités seront limitées. On va se renseigner là-dessus, notamment pour ceux qui en possèdent. Cyril Sabag, très rapidement, on zoome sur deux actions qui sont présentes dans votre ETF. Un ETF, je le rappelle, qui vous expose à des sociétés crypto cotées en bourse. Rappelez le nom de l'ETF. ETF, Millennium Bitcoin Equities, UCITS ETF. Ok, donc là on parle rapidement de deux sociétés. Une société de minage connu, Riot. Oui, Riot, c'est le deuxième mineur en termes de taille de capitalisation coté en bourse. Il est coté au Nasdaq. Pèse environ 3 milliards. C'est une société très présente en Amérique du Nord. Ils ont les plus grosses infrastructures en Amérique du Nord. Ils possèdent environ 8000, enfin même 9000 bitcoins dans leur trésorerie, ce qui les place d'ailleurs en troisième position de toutes les sociétés listées derrière MicroStrategy et derrière le premier mineur qui est le mastodonte Marathon Digital. On a entendu parler d'eux récemment parce qu'ils ont fait ils ont voulu faire une OPA sur un concurrent canadien, Bitfarms. 3 fois plus petit. L'OPA a échoué. Bitfarms a dit on étudie toutes les offres pour se prononcer par la suite. Donc ça c'est une première valeur. Je peux aussi... Ça s'est bien passé pour eux, le halving, post-halving, parce que je sais qu'il y a, notamment en bourse, c'était un peu plus compliqué pré-halving pour certaines entreprises de minage, parce que le marché a un peu eu peur de ce qui allait se passer au halving. Là, pour eux, voilà, ça se passe bien. Globalement, c'est très varié pour les différentes sociétés de minage cotées en bourse. Il y en a qui s'en sont pas trop mal sortis. Globalement, ce n'est pas une très très bonne année. Voilà, ils essaient de compenser avec une diversification de leur business. D'accord. Et le fait d'accumuler aussi du Bitcoin qui lui est censé monter. Peut-être 2 mots, mais très très rapide, parce qu'on arrive au bout du temps, de Block. Oui, Block. Juste expliquer ce que c'est. Oui, anciennement Square, société montée par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et bitcoiner très fort. C'est une société spécialisée dans les solutions de paiement autour du paiement via blockchain, et aussi qui ont une app très connue aux États-Unis qui s'appelle Cash App, qui permet d'acheter des cryptos. Le point qui est intéressant, c'est qu'ils ont récemment dit qu'ils accumulaient du Bitcoin via leur trésorerie en DCA. Voilà, ils en ont parlé lors de leur dernier résultat du premier trimestre. Encore une autre manière de s'exposer au Bitcoin. Merci beaucoup Cyril Sabag d'avoir été avec nous, managing director de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Merci à Lilian Liaga aussi, journaliste chez Cryptos, qui était avec nous, et à Vincent Gann qui était avec nous aussi en début d'émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.